Bon, ça serait bien que j'arrive à trouver des idées de mise en scène pour rythmer mes vidéos. Je pourrais demander leurs avis à des amis sur Discord. Et... attends quoi? Yuka? Ils leur ont fait un procès? Yuka, l'application qu'on utilise pour juger les produits au supermarché avant de les acheter, vient de perdre son procès contre la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs, la FICT. La raison, les nitrites. Quand on utilise Yuka et qu'on scanne un jambon blanc par exemple, on a un message qui nous redirige vers une pétition contre les nitrites. La FICT n'a vraiment pas aimé ça et trouve que c'est un acte de dénigrement. Et le procès leur a donné raison. Essayons de revenir un peu sur les nitrites. Dans cet article de The Conversation, on nous explique les risques liés aux nitrites. Il a été écrit par un chercheur en biochimie, et il est clairement à charge. Je vous conseille sa lecture, je vous le mets en description ou dans les commentaires, mais rapidement, les nitrites, c'est pas bon pour la santé et ça augmente les risques de cancer colorectaux. L'OMS a classé les nitrites comme cancérogènes. Le CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer, créé par l'OMS, a classé les viandes transformées dont la charcuterie en cancérigènes avérés et indique que chaque portion de 50 g de viande transformée consommée quotidiennement accroît le risque de cancer colorectal de 18%. Et 50 g, c'est le poids d'une tranche de jambon cuit. Perso, moi, je prends pas le risque. Ou du moins, maintenant que j'ai fait ces recherches, je le prendrai plus. Alors dans un but d'honnêteté, j'essaye au maximum d'aller chercher les arguments inverses pour voir si je fais pas fausse route. Et je suis tombé sur le site Info Nitrite. Ça doit être le site officiel pour s'informer sur les nitrites. Parfait! Et soulagement, ils sont beaucoup moins alarmistes sur les nitrites. Wouh! Effectivement, les nitrites sont cancérogènes, ils ne le contestent pas. Mais même s'ils sont rangés dans la même catégorie que le tabac, ils ne sont pas du tout comparables en termes d'augmentation des risques. Et de toute façon, la limite des 50 grammes consommés par jour là, on est loin de l'avoir atteinte, on en est qu'à 36 grammes. 36 grammes par personne de charcuterie consommée en moyenne en France. Non mais c'est vrai que le cancer c'est une sorte de vase là qui se remplit, puis c'est qu'au moment où ça déborde que là il y a potentiellement un problème, mais avant ça va. Non, ça ne marche pas comme ça. Allons maintenant dans la partie à propos du site et oh, mais c'est un site fait par la FICT, la Fédération Française des Industriels Charcutiers Traiteurs. Oui, ceux qui ont attaqué Yuka. Là, on est vraiment sur une source objective, elle n'est pas du tout intéressée. Je préfère largement remettre en cause les écrits de ce scientifique plutôt que ce joli site bien écrit. Bon, personnellement, si Yuka perd en appel et se fait condamner officiellement, ça veut dire que, d'après la loi, ce qu'ils ont fait est illégal. Donc, messieurs, dames, les députés et sénateurs, est-ce que ça vous dirait pas de faire votre boulot et de rendre ça légal? Alors, ne faites pas votre avis sur les nitrites sur cette vidéo seulement, c'est un sujet extrêmement complexe. Mais par contre, sur ce genre d'affaires, je vous conseille ce documentaire, La fabrique de l'ignorance, produit par Arte. Il n'est plus disponible sur YouTube gratuitement malheureusement, mais vous pouvez toujours le louer ou l'acheter. C'est dommage que les documentaires Arte ne soient pas sur des plateformes genre Netflix. En même temps, ils sont gratuits sur YouTube pendant super longtemps. Tiens d'ailleurs, on en est où de la chronologie des médias? Enfin des films récents sur Netflix. C'est bon, le décret est paru au journal officiel, je vous explique. Alors, il y a surtout quelques lignes très intéressantes, en particulier l'article 14, qui dit que si la plateforme finance le cinéma français à hauteur de 20%, alors elle pourra diffuser des films 12 mois après leur sortie en salle. Il y a aussi l'information dans l'article que si le financement est à 25%, alors le délai pourrait être inférieur à 1 an. Revenons rapidement sur plusieurs points. Déjà, il ne faut pas voir ça comme une taxe de 20% sur le chiffre d'affaires, pas du tout. Ça oblige juste Netflix à dépenser 20% de son chiffre d'affaires dans des productions qu'elle fait en France. Mais c'est ses productions, comme Lupin par exemple. Mais il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi les documentaires, les traductions, les adaptations pour malvoyants et malentendants, etc. etc. En gros, il faut juste qu'ils investissent en France une partie de leur chiffre d'affaires. En échange, ils pourront diffuser des films 12 mois après leur sortie en salle, plutôt que 36 mois auparavant. Alors pour l'instant, ce n'est que le décret. Il faudra attendre la prochaine chronologie des médias pour savoir qui se placera où.
Et surtout, est-ce qu'un des gros acteurs américains, type Netflix, Disney, etc., investira les 25% pour les taquiner Canal+ sur ses plates-bandes? D'ailleurs, ces droits d'exploitation pour les films ne seront pas ad vitam aeternam. Ils seront sûrement limités dans la durée pour ne pas concurrencer les chaînes gratuites quand ce sera à leur tour de pouvoir diffuser les films. Si le sujet vous intéresse, pour l'instant j'ai trouvé que c'est les numériques qui suivent le mieux l'affaire. Bon, ça avance cette histoire. Et si je retournais à mon problème de mise en scène, moi? J'ai peut-être des contacts sur Facebook qui pourront m'aider. Oh, une innovation par jour? Je suis encore tombé sur la page Une innovation par jour. Et cette fois-ci, j'ai eu un coup de cœur pour de la peinture blanche. Paye ton innovation! Eh bah, je suis complètement sérieux. Si plus on va dans le sud, plus les murs sont clairs, ce n'est pas pour rien. On sait depuis longtemps que le blanc renvoie les rayons du soleil, donc stocke moins la chaleur. On a tous fait l'expérience des bouchons sans clim dans une voiture noire, c'était pas la folie. Et donc, revenons à notre peinture. Ces chercheurs de l'université de Purdue aux États-Unis ont réussi à faire une peinture qui réfléchit 95,5% de la lumière. Pour comparaison, les peintures blanches dans le commerce qui réfléchissent le plus la lumière sont plus situées entre les 80 et 90%. Alors le gain peut paraître faible, mais en fait il fait toute la différence. Lors de leurs expériences, la surface recouverte par cette peinture à midi en plein cagnard était 1,7 degrés plus fraîche que la température ambiante. À la fin de cet article de Trust My Science, qui date d'octobre 2020, on peut y lire que Xiaolin Ruan estime qu'une famille américaine dans une maison de 200 mètres carrés pourrait économiser jusqu'à $50 par mois avec cette peinture. D'ailleurs, d'après lui, cette peinture, qui est à base de carbonate de calcium, pourrait être facilement améliorée. Et Xiaolin n'avait pas menti! Ils sont revenus en 2021 avec une nouvelle recette qui utilise cette fois-ci du sulfate de barium. Wow, c'est pas dangereux ça? Non, pas de soucis, c'est même utilisé dans les cosmétiques, vous pouvez vous rassurer. Et cette fois-ci, on passe de 95,5% de réflexion de la lumière à 98,1%. Donc la surface peinte en plein cagnard là, elle est passée de 1,5 degré en moins à 4,5. On atteint des résultats comparables à de la climatisation. Si ta maison était recouverte de cette peinture, tu ferais des économies de fou en été. Alors déjà, économie d'électricité, un bon point pour la planète. Mais en plus, les chercheurs affirment que les rayons réfléchis par cette peinture pourront aller jusque dans l'espace. Donc ça fait de la chaleur en moins sur Terre. Donc recouvrir une grande surface de cette peinture pourrait avoir un impact sur le réchauffement climatique. Double bon point pour l'écologie! Actuellement, ils sont en train de chercher une entreprise pour produire et commercialiser leur innovation. Cette peinture ne devrait pas être beaucoup plus chère qu'une peinture blanche thermique normale. Enfin ça, c'est avant que le marketing s'en mêle. Imaginez les villes de demain, toutes blanches et recouvertes de végétation. Parce que oui, les arbres, en termes de climatiseurs naturels, c'est quand même les champions. Et on peut aussi citer les façades végétalisées. On fera un point là-dessus dans les prochains épisodes, mais les villes de demain commencent enfin à avoir un peu de gueule. Ah, une bonne nouvelle sur l'écologie, ça fait toujours plaisir. Je me demande si on peut en trouver d'autres. Tiens maman, qu'est-ce qu'elle a posté? Le site Environnement Magazine a eu la gentillesse de nous sortir un petit compte-rendu du rapport de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, sur le coût de ces énergies. Et leur conclusion est qu'en 2020, il était moins cher et plus rentable d'investir dans de l'éolien terrestre plutôt que dans une centrale à charbon. Et là, on parle juste de thunes! C'est une super nouvelle pour l'environnement! Ça veut dire que les pays qui n'ont pas placé l'écologie très haut dans leurs priorités vont quand même choisir les solutions renouvelables, pas par intérêt écologique, mais par intérêt économique. C'est une super bonne nouvelle! Surtout que globalement dans le rapport, ils disent que le coût de toutes les énergies renouvelables est en baisse. C'est un phénomène normal au final. Plus on investit dans une technologie, plus on trouve des solutions pour produire en grande quantité, ce qui réduit les coûts. Ensuite, on investit dans la recherche, ce qui va permettre d'améliorer la rentabilité. Et on va trouver des technologies différentes qui vont améliorer encore plus la production d'énergie. À mon avis, c'est le même genre de phénomène qui va se passer avec les voitures électriques. Pour l'instant, elles ne sont pas très rentables en termes d'écologie, sans parler des batteries. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est encore qu'au début de ces technologies, et plus on investira dedans, plus on trouvera des solutions à ces problèmes. Eh ben en voilà des bonnes nouvelles! Et attendez que l'hydrogène se rajoute à tout ça, et on sera sorti de la merde. Mais si c'est si bien que ça l'hydrogène, pourquoi on n'est pas à fond dedans là? Je vais aller y jeter un coup d'œil quand même.
Alors, on entend beaucoup de choses sur l'hydrogène en ce moment et j'ai envie de vous faire un petit point là-dessus. Des fois, on entend presque que c'est l'énergie du futur et que la seule raison pour laquelle on ne l'utilise pas, c'est à cause d'un complot des industries pétrolières. Eh ben, vous savez quoi? C'est presque l'inverse. Alors pour ce qui suit, je me base en grande partie sur ce site. L'intérêt premier de l'hydrogène, c'est qu'on peut l'utiliser dans une pile à combustible pour faire de l'électricité. En plus de l'hydrogène, ça va aussi consommer de l'oxygène et ça va produire de l'eau. Et de l'électricité, bien sûr. Bah c'est super comme concept! Le seul déchet, c'est de l'eau! Si on trouve de l'hydrogène à foison, on pourra faire de l'électricité verte à volonté! Et c'est là qu'est l'os. Il y a plusieurs moyens de faire de l'hydrogène, avec en première ligne, pour les énergies vertes, l'électrolyse. L'électrolyse, c'est exactement l'inverse de la pile à combustible. On met de l'électricité dans de l'eau avec des plaques en métal, et ça nous sort de l'oxygène et de l'hydrogène. Bah je vois pas le problème. Alors le problème, c'est le rendement. Et bah oui, on consomme beaucoup plus d'électricité à produire de l'hydrogène comme ça que ce qu'elle pourrait nous permettre de produire. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Au final, quand on réfléchit à l'hydrogène avec l'électrolyse, ça devient une sorte de batterie. On stocke l'énergie dans l'hydrogène et on consomme l'hydrogène pour refaire de l'électricité. Mais les batteries lithium ont un bien meilleur rendement que ça, et puis je vous parle même pas des galères de stockage de l'hydrogène. Pour le stocker, le transporter et le distribuer, il faut soit le liquéfier à pression atmosphérique, mais à une température extrêmement basse, moins 253 degrés, soit le comprimer à très haute pression, 700 bars, tout en maîtrisant ses risques de fuite, corrosion et explosion. Bah alors, c'est tout pourri au final l'hydrogène. Pour l'instant, c'est pas fou, on va pas se mentir. Mais il y a beaucoup de recherches en cours qui permettraient d'améliorer tout ça. Déjà, on a des techniques d'électrolyse qui arrivent avec des bien meilleurs rendements, soit en utilisant des températures très hautes, soit en utilisant des métaux rares. C'est donc une solution qui pourrait être très utile pour stocker l'énergie en trop. Avec les énergies renouvelables, on ne produit pas l'énergie quand on veut. On finit souvent par produire trop quand il y a trop de vent ou trop de soleil. L'énergie en trop peut donc être convertie en hydrogène dans ce cas. Il y a même des projets qui parlent de coupler l'électrolyse avec des centrales nucléaires pour améliorer le rendement. Il y a d'autres projets à l'étude, comme par exemple des algues, qui pourraient produire de l'hydrogène directement par photosynthèse. Mais on se calme, on n'y est pas encore. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure de tout ça? Pour moi, l'hydrogène a un super potentiel pour l'avenir. C'est clairement pas quelque chose à laisser de côté et on peut voir beaucoup d'innovations qui vont dans ce sens. Par contre, c'est peut-être un tantinet tôt, à mon avis, pour produire des voitures à hydrogène en masse. Surtout qu'aujourd'hui, la solution la plus rentable en termes de pognon pour produire de l'hydrogène, c'est à partir du méthane. Et ça rejette énormément de gaz à effet de serre de faire ça. J'avoue que là, j'ai un peu peur du greenwashing. Un peu comme les pays qui ont beaucoup de voitures électriques chez eux, mais qui produisent une majorité de leur énergie avec des centrales à charbon ou à pétrole. Bon, comme d'habitude avec l'écologie, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On avance, mais il faut s'accrocher quoi. Bon, sinon mes vidéos là, comment on s'organise? Parce que bon, une par semaine, je tiens pas le rythme moi. On dit quoi? Une fois par mois? Donc ça fait toutes les 4 semaines, non? Ouais, enfin ça dépend des mois quoi. Ils auraient pas pu faire un truc carré, non? Alors si vous avez déjà suivi des traitements médicaux qui reviennent régulièrement, ou si vous souhaitez simplement organiser quelque chose toutes les 4 semaines précisément, vous vous êtes sûrement rendu compte que notre calendrier est chiant! Non mais regardez-moi cette horreur! Va t'organiser proprement avec ça. Bon, aujourd'hui on a des calendriers numériques qui arrivent à compter 4 semaines tranquillement pour nous. Mais ce genre de questions s'était déjà posé avant. On a compris assez vite qu'une année faisait à peu près 365 jours, et que pour équilibrer un peu le truc, il fallait en rajouter un 366e tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle les années bissextiles. Et dans l'histoire, il y a eu plein de tentatives de réformer les calendriers. Perso, mon préféré, c'est l'année à 13 mois. Quand on prend la visualisation en jours de la semaine, on passe de ça à de ça. C'est si propre! 13 mois de 28 jours chacun. Tous les premiers jours du mois sont des lundis. Tous les 28, donc derniers jours du mois, sont des dimanches. 4 semaines précisément par mois. Bon, faudrait juste trouver un nouveau nom de mois à caler au milieu. Mais à part ça, on est bon. Alors les génies des maths doivent être un petit peu en train de bugger parce que 13 x 28, ça fait pas 365. Et ça fait pas non plus 366. Ça fait 364. Il manque un jour, voire 2 pour les années bissextiles. Solution ? On rajoute 2 jours blancs qui ne font pas partie de la semaine. Hein? Donc on a le jour de l'an qui se place entre dimanche 28 décembre et lundi 1er janvier.
le jour de l'an ne fait plus partie de la semaine. C'est juste un petit week-end de 3 jours pour fêter la nouvelle année. Et pour les années bissextiles, on cale ça vers fin juin à peu près, histoire de bien profiter de l'été. On y décale un jour férié par-dessus, histoire de pas trop faire chier, et puis voilà. Un des soucis du calendrier de 13 mois, c'est que c'est méga relou à découper. 13, c'est un nombre premier. T'as plus de trimestre, t'as plus de semestre, c'est le bordel. Mais certaines personnes ont trouvé une solution très élégante. On garde les 12 mois du calendrier grégorien, mais avec encore les 2 jours blancs. Donc ça fait exactement 4 trimestres de chacun 91 jours, avec 2 mois à 30 jours et un dernier à 31. Pour se rendre compte, voici une représentation simple de notre calendrier de 2021. Et maintenant, voilà à quoi ressemblerait la représentation de Gros Claude. Oui, il porte un nom super badass. Et là où c'est super, c'est que ce calendrier, c'est le même tous les ans. Il n'y a plus besoin d'en changer. Voilà, c'est le calendrier. Alors cette représentation n'est pas exactement celle de Gros Claude, mais on y reviendra plus tard. Alors pourquoi on n'a jamais adopté ces super idées? La première réponse que j'ai vue passer, c'est qu'aujourd'hui notre calendrier est calé sur le cycle lunaire. Eh ben non, pas du tout. Le cycle lunaire, c'est 29,5 jours. Le mec qui arrive à synchroniser ça avec le calendrier, je lui offre ma casquette. Non, la raison de sa non-adoption est différente. En gros, les deux idées de calendrier, donc de 13 et 12 mois avec le 2 jours blancs, étaient en concurrence au début du XXe siècle. Longtemps débattu à la Société des Nations puis à l'ONU, c'est finalement la représentation de 12 mois qui a primé. Donc celle de Gros Claude avec de légères différences. C'est pas ma préférée, mais je comprends, on peut quand même couper l'année en 4 et tout, ça reste satisfaisant. Et en 1954, le décret est adopté par l'ONU. Bah alors si c'est passé, pourquoi c'est pas appliqué? Qu'est-ce que j'ai raté? La religion. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Eh oui, ajouter des jours blancs, ça casse un peu le rythme sabbatique de 7 jours. Et donc il y a plein de pays qui ont décidé que non, on refuse. Et le projet n'a finalement jamais vu le jour. Alors c'est les religions qui ont mis le haut là d'abord, d'accord, mais tout le monde s'accorde à dire que ça aurait été quand même une petite galère à organiser, sachant qu'on est sur un rythme de 7 jours depuis des millénaires. Changer ça aurait pu causer énormément de difficultés supplémentaires que simplement le côté religieux. Dommage, c'est un beau projet, mais il semblerait que des fois, il est difficile de faire changer les choses. Enfin, je dis ça, mais c'est pas avec mes Lego que je pourrais faire évoluer les mentalités, moi. T'as entendu parler de David Aguilar ? Un de mes abonnés pendant un de mes lives Lego est venu me parler de l'histoire incroyable de David Aguilar. Ce jeune garçon est né avec le syndrome de Poland qui lui cause des déformations, en particulier sur le bras droit. Mais étant fan de Lego, il ne s'est pas laissé abattre et à 9 ans, il a fait sa première prothèse avec des Lego. Des années plus tard, il a repris le projet, allant jusqu'à même mettre des moteurs à l'intérieur. Aujourd'hui, il a 21 ans et il étudie la bio-ingénierie à l'université de Barcelone. Je vous conseille la vidéo The Great Big Story, elle raconte bien son histoire. Mais l'information qui m'a vraiment intéressé, je l'ai trouvée dans un interview de Téléstar. Comme quoi, je n'ai pas besoin de prothèse. Je me suis très bien adapté à ma situation et je vis une vie normale sans prothèse. Donc s'il y a eu besoin de la créer, ce n'est pas pour lutter contre son handicap, mais pour lutter contre le regard des gens. Aujourd'hui, ce jeune garçon cherche à produire des prothèses, non seulement pour aider les gens à retrouver leur mobilité, mais aussi pour faire évoluer les mentalités. Là où ses professeurs, en voyant sa première prothèse en Lego, pensaient que c'était un appel au secours pour en avoir une vraie, en fait, ils ne cherchaient que à montrer qu'ils n'étaient pas si différents. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je n'ai finalement pas trouvé de bonne idée de mise en scène pour passer d'un sujet à l'autre, mais elle fait bien finir par trouver quelque chose. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, pas forcément dans une semaine, surtout qu'en plus il y a les vacances qui arrivent. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. Moi je vous fais des bises, tchuss!